Chapitre 4. Ils suivirent plusieurs couloirs semblables à celui d'où ils venaient et remontèrent 3 wagons. Du côté gauche s'alignaient des portes de bois roux marquetées derrière lesquelles filtraient parfois un ronflement ou des échos plus exubérants. Alors qu'ils passaient devant une des cabines dont les occupants se montraient particulièrement extravertis, l'insupportable Chris Cognard se tourna vers elle pour lui lancer, railleur. Quel concerto! Comme elle demeurait de marbre, drapée dans sa dignité et sa rectitude inquisitoriale, il ajouta. Vous ne devez pas entendre ça souvent au chapitre. Une fois de plus, elle dut résister à l'envie d'appliquer sa main mécanique sur sa joue pour effacer le détestable sourire qui étirait ses lèvres et lui conférer cette expression qui... Fort heureusement pour elle, le wagon suivant n'était pas un wagon couchette, mais un salon. Et quel salon! Depuis qu'elle avait embarqué, elle n'avait pas encore pu visiter l'incomparable Orient Express, le joyau de la TRC, le plus luxueux de tous les trains en circulation sur l'immense réseau de la compagnie. À sa décharge, il fallait dire qu'elle n'avait guère eu le temps, après son arrivée à Constantinople, par un convoi bien plus plébéien. Il était tard, elle était fatiguée, elle avait à peine pu s'émerveiller du spectacle de la colossale locomotive, massive mais élégante, profilée mais qu'on devinait capable de briser tous les obstacles de son museau d'acier riveté, qui piaffait sous les entretoises de métal et de verre de la gare comme un étalon prêt à s'élancer au milieu de ses frères plus modestes. Là-haut, derrière les étroites meurtrières d'iron glass, cet alliage translucide ultra résistant filtrait la lumière bleutée du poste de commandement. Le formidable engin, véritable léviathan des terres, frappé aux armes de la TRC, frémissait déjà sous l'impulsion de son réacteur au licanium, dont la lueur s'échappait des turbines latérales, juste au-dessus du large monorail qui supportait le convoi. Elle avait à peine eu le temps d'entrevoir cet extraordinaire spectacle qu'un autre steward l'avait conduite à son wagon avant de la guider jusqu'à sa cabine. Une cabine qui lui avait donné un aperçu de ce que devait être le reste du train. Un lit spacieux, des murs plaqués de bois roux et chaleureux, des miroirs, un canapé au coussin revêtu de tissu de qualité, une table et son fauteuil club en cuir fauve. C'était là un luxe dont elle n'était pas coutumière, un autre monde, même s'il coexistait avec le sien à l'intérieur des cristallopoles, celui des oligarques. On ne pouvait en avoir qu'une pâle idée si on ne le voyait pas de ses propres yeux. Mais aucun voyageur du commun, ni même de la bourgeoisie qui s'échelonnait au-dessous des oligarques, en une savante pyramide bien hiérarchisée, n'aurait eu les moyens de s'offrir un trajet à bord de ce train. Elle n'avait guère eu le loisir de savourer le confort de sa cabine. Le temps de se défaire de son équipement, elle s'était effondrée sur le lit et s'était endormie, jusqu'à ce que l'insupportable Chris Cognard vienne défoncer sa porte. Chris Cognard qui, présentement, lui tenait néanmoins celle du compartiment suivant avec, Myrdad devait le reconnaître, une certaine élégance. Elle lui en aurait presque pardonné ses écarts précédents, si elle n'avait deviné, au fond de son œil, cette lueur moqueuse, et s'il n'avait assorti son geste d'un « Si votre sainteté veut bien se permettre » Non, décidément, se dit-elle en passant devant lui, il était définitivement horripilant et irrécupérable. Elle l'oublia pourtant, ainsi que ses griefs, quand elle découvrit le wagon dans lequel il venait d'entrer. Elle croyait savoir ce qu'était le luxe. Elle se trompait. Il s'agissait d'un salon comme on aurait pu en trouver dans les hôtels les plus huppés de Néo-Lutetia, en mieux. Moquette persane au sol, décorée de motifs complexes et chamarrés, plafond de bois blanc et roux, table ouvragée attendant d'accueillir les passagers pour leur partie de bridge ou d'autres jeux pratiqués par la haute, grande banquette de velours pourpre matelassé qui invitait au repos, le tout éclairé de manière feutrée par des plafonniers et des liseuses aux coupoles ou abat-jours délicats. Ni trop, ni trop peu, la quintessence du confort et de l'élégance. Les larges fenêtres qui s'ouvraient dans les murs, encadrées d'épais rideaux assortis aux banquettes, retenus par des embrasses dorées, offraient un panorama saisissant sur le paysage dévasté qui s'étendait au dehors. Myrdad nota d'ailleurs que le relief avait changé. Il traversait à présent une haute chaîne de montagnes, le monorail sinué à flanc de pente rocailleuse. Alors même qu'elle regardait,
Le train s'engagea sur un viaduc de métal arachnéen enjambant le vide. Elle eut l'impression, dans la vision des gorges vertigineuses plongées sous eux, vers un torrent tumultueux dont le cours serpentait loin, si loin, que l'Orient Express volait dans le ciel. L'instant suivant, il s'engouffrait dans un tunnel foré à flanc de montagne. Elle détourna les yeux et emboîta le pas à l'étonnant steward. À cette heure matinale, même si cette notion dans ces terres désolées qui ne connaissaient jamais vraiment le jour était très relative, le salon était désert. La plupart des passagers dormaient encore ou, comme elle avait pu le constater, se livraient à des occupations plus physiques. Le wagon suivant, où les introduisit leur guide miniature, était un peu plus animé. Il s'agissait de la voiture restaurant. Moins impressionnante que le salon, elle valait, et de loin, toutes ces sœurs des hôtels que Myrdat avait eu le loisir de visiter. Les tables d'acajou s'alignaient de part et d'autre de l'allée centrale, certaines pour 2, d'autres pour 4, toutes disposées de leurs lampes individuelles, en plus des luminaires aux opales délicates saillant des murs ou accrochés au plafond. Sur des confortables fauteuils au cuir bordeaux déjeunaient déjà quelques passagers, les plus matinaux. Certains étaient tirés à 4 épingles, d'autres encore drapés dans leur élégante robe d'intérieur. Les uns faisaient honneur à leur copieuse collation, sucrée, salée, de la viennoiserie à l'omelette fumante, en passant par le bacon grillé et tant d'autres mets délicieux qui embaumaient le compartiment. D'autres devisaient à mi-voix dans un babil discret. Un homme seul, ce devait être un financier, tant se dégageait de lui une rigueur très mathématique. Étroit et austère, avait déployé son fluoroscope. Il y consultait la dernière édition du Financial Times sur la feuille réactive tendue entre les 2 cylindres de métal. Alors qu'ils traversaient le wagon à la suite de leur guide, des conversations, fauchées au ras des lèvres, mouraient les unes après les autres. On les suivait des yeux, elle en particulier, et cela n'avait rien d'étonnant. Ce n'était pas tous les jours, même dans les rangs des oligarques, qu'on croisait la route d'un des membres de son ordre. Pour tout dire, la plupart des gens s'en passaient fort bien, et ceci pour une excellente raison. La présence d'un inquisiteur, ou en l'occurrence d'une inquisitrice, qui plus est pupille du grand inquisiteur Jorg, ne pouvait signifier qu'une chose. Il y avait, si ce n'était un démon, du moins la suspicion qu'un démon puisse se trouver dans le train ou s'y matérialise. Cela, seul, aurait donné des cauchemars à n'importe qui. Se retrouver coincé dans un tube de métal, avec une créature invisible et invulnérable à toute arme conventionnelle, face à laquelle même le pire des maniaques homicides faisait figure d'enfant de cœur, n'avait rien de très rassurant. C'était un coup à vous gâcher le petit déjeuner. Comme si ça ne suffisait pas, le commissaire, dont la haute et puissante silhouette enveloppée dans sa gabardine faisait tache au milieu de tout ce luxe et cette distinction, ne cessait de distribuer des « bonjour madame »,« bonjour monsieur », avec son inaltérable et horripilant sourire. « Vous faites campagne, commissaire ?» lui glissa-t-elle alors qu'il quittait le compartiment. Il lui répondit aussitôt « Non, je fais de la public relation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai comme l'impression que vous rendez tous ces gens un tantinet nerveux. » Il s'empressa d'ajouter « Ça doit être un don chez vous. » Elle lui lança un regard par-dessus son épaule. « Pourquoi? Je vous rends nerveux, vous aussi? » ?»« Vous n'avez pas idée. Je n'ai jamais pu résister aux femmes qui portent un pantalon. » Estomaquée par son audace, elle allait répliquer, mais un coup d'œil en arrière, à travers la porte vitrée sur la salle de restaurant, confirma les dires de son insupportable partenaire. Les conversations avaient repris dans le wagon, on discutait ferme, les regards se tournaient dans leur direction, des regards dans lesquels, même à cette distance, elle pouvait lire 2 émotions, l'étonnement et la peur. Elle se détourna. Partout où qu'elle aille, comme une vieille compagne, chez les autres ou, jusque dans son cœur, son esprit, la peur l'accompagnait. Elle parvenait la plupart du temps à la maintenir à l'écart, en cage, tout au fond d'elle-même, là où elle ne pouvait lui nuire. Elle avait même appris à l'utiliser, la dompter, la canaliser, pour nourrir sa colère, son désir de survie, comme elle l'avait fait ce soir-là, voici des années, dans cette maison en feu qui avait été son foyer. Mais on ne domestique jamais tout à fait un fauve. Certaines nuits, comme celle qu'elle venait de passer, aux heures sombres où les barrières s'abaissent et où elle prenait force. « Nous sommes arrivés.
La voix du steward tortue l'attira de ses sombres réflexions. Il se trouvait au bout du couloir, dans ce qui devait être les entrailles de la locomotive, en attestaient les murs plus dépouillés, fonctionnels, où le métal ne s'habillait plus de bois mais montrait ses rivets à nu. Devant eux s'ouvrait une porte d'acier massive, frappée de l'emblème de la TRC. Un boîtier nanti d'un tube et d'un écran à fluide saillait sur le côté droit. Le petit steward en tira un cornet, appuya sur un bouton et prononça quelques mots qu'elle ne comprit pas. Une voix répondit, autoritaire, tranchante, parfaitement audible, celle d'un homme qui n'avait pas l'habitude d'être contredit. « Qu'ils entrent !» On devinait tout de suite que celui qui allait les recevoir se serait bien passé de leur visite et de leur présence à bord de son train. Tout cela, et bien plus encore, 3 mots seulement. « C'est chouette de se sentir désiré », maugréa le commissaire à son côté. « Vous vous attendiez à quoi ? » ?»« Je sais pas, moi. Une charmante hôtesse, des petits fours, un café ?»« J'ai bien peur que vous soyez déçus. » Elle croyait avoir le dernier mot, elle se trompait. « Ça doit venir de vous, » conclut-il. Elle se tourna vers lui pour lui fabriquer quelques répliques cinglantes dont elle avait le secret, quand la porte s'escamota devant eux, sur un sifflement feutré. Le petit steward leur désigna l'ouverture, ils échangèrent un regard et franchirent le seuil, Myrdhap la première.